Je n'aurais jamais imaginé me retrouver à raconter les événements de ma rencontre avec ma femme infidèle il y a 2 ans. On dirait le scénario d'un drame télévisé qui n'arrive qu'aux autres, n'est-ce pas? Peut-être que de telles situations sont plus communes qu'on ne le réalise, mais les gens choisissent simplement de ne pas en parler. J'avais trop honte pour me confier à qui que ce soit au début, mais ces actions ne m'ont laissé aucune alternative. J'ai dû la dénoncer publiquement sur Facebook. Laissez-moi vous donner un peu de contexte pour mon récit. Nos chemins se sont croisés pour la première fois dans un parc où je travaillais à temps partiel, promenant des chiens pour gagner ma vie. Je me souviens vivement du jour où nous nous sommes rencontrés. Alors qu'elle courait devant moi, nos regards se sont croisés. Je l'ai saluée et elle s'est arrêtée, enlevant ses écouteurs. Pour ne pas paraître maladroit, je l'ai complimentée sur son apparence. Elle m'a remercié et nous avons engagé la conversation. Elle a mentionné ses efforts pour perdre du poids et j'ai offert des encouragements sur son apparence. Elle a rougi et n'a pas pu cacher son sourire. Notre discussion s'est ensuite portée sur le chien que je promenais, un sympathique Golden Retriever. Elle m'a confié avoir récemment perdu un Poméranien bien-aimé et son désir d'adopter une race de chien plus grande, comme un Golden Retriever, pour des promenades ou des courses. Elle a avoué se sentir quelque peu mal à l'aise par rapport à son poids, malgré ma perception d'elle comme étant magnifique avec ses longs cheveux et sa silhouette généreuse, exactement mon type. À l'époque, elle avait 24 ans et j'en avais 26. Notre conversation a duré environ 30 minutes, et en nous disant au revoir, je l'ai accompagnée jusqu'à sa voiture et nous avons échangé nos numéros, convenant de nous revoir le lendemain. Permettez-moi de vous donner un aperçu de mon parcours, car je pense que c'est pertinent pour mon récit. J'ai immigré aux États-Unis depuis El Salvador à l'âge de 19 ans. Bien que mon anglais ne soit pas parfait, je parle et écris couramment, grâce à ma mère, professeure d'anglais au Salvador. En revanche, elle est née aux États-Unis, mais ses parents viennent du Mexique. Elle a de beaux cheveux noirs, une peau bronzée et le classique physique mexicain attrayant, similaire à celui de Galamante. Quant à moi, je ressemble au joueur de football Rodolfo Zelaya. La semaine suivante, nous nous sommes retrouvés dans un bar et avons approfondi notre connaissance. Au cours de notre conversation, elle a révélé qu'elle venait de mettre fin à une relation et souhaitait prendre les choses lentement. J'ai respecté sa décision et attendu patiemment, car j'étais profondément amoureux. Après 2 mois de fréquentation, je n'ai reçu qu'un bref baiser sur les lèvres, et elle a refusé d'être physiquement intime avec moi. Ma patience s'est épuisée, et quand j'ai demandé la raison, elle a exprimé le besoin d'engagement. J'ai proposé de formaliser notre relation et je lui ai demandé d'être ma petite amie, mais elle l'a jugé insuffisant, invoquant son âge avancé. 3 mois après le début de notre relation, ça a évolué sérieusement. Bien que nous nous soyons rapprochés, elle m'a constamment poussé à en faire plus. Moi aussi, je voulais l'épouser, mais je devais d'abord stabiliser mes finances. Mon travail en tant qu'ouvrier du bâtiment exigeait de longues heures, et je devais soutenir ma famille au Salvador. J'étais entré illégalement dans le pays, mais après 6 ans d'efforts, je travaillais sur mon statut d'immigration. Cependant, je n'avais pas les fonds pour les coûteuses alliances et bagues de fiançailles qu'elle désirait. En y réfléchissant maintenant, j'aurais dû reconnaître les signes d'avertissement. Elle dégageait un air de supériorité, semblant se considérer meilleure que moi en raison de sa naissance américaine, de son éducation prestigieuse et de ses relations avec l'élite. Bien que non exprimé, son ton condescendant impliquait une croyance en sa supériorité sur moi. J'aurais dû le discerner plus tôt, mais j'étais aveuglé par l'amour et son apparence frappante. Je n'avais pas besoin d'elle pour sécuriser mon statut d'immigration, car j'avais déjà ma carte verte. Je percevais le mariage avec une femme américaine comme un moyen d'élever mon statut parmi mes pairs. À l'époque, mon anglais n'était pas compétent, et le sien était impeccable, donc je le considérais comme une opportunité de pratiquer avec un locuteur natif. Je désirais aussi m'immerger dans la culture et le mode de vie américain. Mentalement, j'avais placé ma petite amie sur un piédestal, la considérant supérieure à moi, ce qui était une grave erreur. Après avoir travaillé de longues heures, parfois jusqu'à 16 heures par jour, j'ai réussi à économiser suffisamment pour acheter une bague de fiançailles de 4 000 $. Elle avait laissé entendre ses attentes, et je savais que tout ce qui était moins ne suffirait pas.
Malgré mes contraintes financières, je l'ai emmenée dans un restaurant chic et j'ai fait ma demande. Elle était ravie, plus que je ne l'avais jamais vue. Alors que je la regardais admirer la bague de fiançailles coûteuse que j'avais achetée, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir à la signification de l'objet matériel pour elle, malgré le fait que c'était un moment magnifique. Certaines personnes perçoivent la bague comme un symbole d'amour et d'engagement, mais il semblait que ma fiancée était obsédée par elle, à la manière de Gollum avec l'anneau dans Le Seigneur des Anneaux, plutôt que par la signification plus profonde qu'elle représentait. J'ai commencé à sentir que notre relation tournait autour de la bague et des possessions matérielles plutôt que d'un amour et d'un engagement véritable, une réalisation qui m'avait échappé à l'époque en raison de mon infatuation pour sa beauté et l'illusion de l'amour. J'étais avec cette femme depuis 4 mois, et nous étions déjà fiancés, mais elle ne m'avait jamais présenté à ses parents ni inclus dans des réunions familiales avant que je fasse ma demande. Ses parents, un couple mexicain traditionnel dévoué à leur foi catholique, m'ont accueilli chaleureusement lorsque je les ai enfin rencontrés, évoquant en moi un sentiment de nostalgie car je n'avais pas ressenti une telle chaleur et unité familiale depuis longtemps. Malgré la réception positive de ses parents, ses frères et sœurs semblaient distants et méprisants, me laissant penser qu'ils me considéraient comme inférieur, peut-être en raison de leur éducation américaine. Pendant la réunion, je ne pouvais ignorer le fait que ma fiancée ne cessait de faire étalage de la bague, me donnant l'impression d'être un simple accessoire, éclipsé par le charme de la bague. Je me souviens m'être réveillé en pleine nuit pour la trouver en train de contempler la bague, un moment qui aurait dû me signaler quelque chose de suspect, mais ma joie devant son plaisir m'a aveuglé aux problèmes sous-jacents. Elle ne cessait de louer mon goût et de valoriser énormément la bague, ce qui me plaisait, obscurcissant davantage la réalité de notre situation. Notre vie intime laissait à désirer, et je devais souvent supplier pour de la tendresse, me sentant comme un suppliant en quête d'affection. J'ai toujours cherché à lui faire bonne impression, à gagner sa faveur, et c'est devenu un rituel quotidien de gérer toutes les tâches ménagères après mes épuisants quarts de travail de 13 à 16 heures. C'était étrange, plus elle repoussait mes efforts, plus je devenais déterminé à la satisfaire. Avec le recul, je réalise que j'étais devenu complètement soumis. 3 semaines s'étaient écoulées, et à mon retour du travail, elle m'a annoncé une nouvelle bouleversante. Elle était enceinte. Elle a expliqué que son corps se comportait étrangement, et après avoir manqué ses règles, elle a fait un test de grossesse qui a confirmé ses soupçons. Au début, j'étais ravi, extatique, et au-delà des mots de joie. J'ai contacté avec empressement ma famille au Salvador pour partager la bonne nouvelle et leur ai dit que nous les visiterions après l'arrivée du bébé. Cependant, ma fiancée ne partageait pas mon enthousiasme. Elle s'inquiétait de ne pas être encore mariée, car c'était toujours son rêve de se marier avant d'avoir des enfants. Elle m'a fait me sentir coupable, exprimant ses craintes quant à l'humiliation d'être enceinte et non mariée, craignant le jugement de ses amis et de sa famille. Je lui ai assuré que je travaillerais sans relâche pour que nous puissions avoir un mariage magnifique. Elle était impatiente de se marier dès que possible, craignant que son ventre qui grossissait ne gâche la perfection de sa robe de mariée. Nous avons trouvé un compromis et convenu d'un mariage modeste pour économiser, en décidant de le célébrer dans 2 mois. Après cela, j'ai travaillé comme un forcené, faisant des journées de 16 heures pour combler le fossé financier. Ma fiancée avait un salaire fixe, donc elle ne pouvait pas contribuer plus que ce qu'elle gagnait déjà. Néanmoins, cela ne me dérangeait pas, tant que nous pouvions faire de notre jour spécial un rêve devenu réalité. Je ne savais pas que ce mariage n'était que le début du cauchemar qui m'attendait. Malgré le fait que je pouvais à peine dormir, la perspective de devenir bientôt père me remplissait d'un sentiment de réconfort et de joie. Je pensais que la vie ne pouvait pas être meilleure qu'à ce moment-là. Cependant, notre relation a commencé à se détériorer car ma femme a cessé d'accomplir les tâches ménagères. J'ai fini par tout faire, cuisiner, nettoyer et travailler des quarts de 16 heures. J'ai même préparé son déjeuner pour le travail, mais elle a toujours insisté pour avoir 2 déjeuners, prétendant en apporter un pour un collègue. Je ne comprenais pas pourquoi personne ne lui apportait jamais son déjeuner en retour, mais elle a insisté sur le fait que ma cuisine était la meilleure et qu'elle préférait mon déjeuner à celui de n'importe qui d'autre. Ça n'avait pas beaucoup de sens pour moi, mais j'ai laissé couler comme un problème mineur. La semaine suivante, ma femme m'a invité à un événement professionnel le vendredi soir, qui était un rassemblement dans un bar.
Elle est coordinatrice marketing dans une agence de publicité. J'ai dû quitter le travail tôt pour y être à 17 heures. Elle était très exigeante sur ma tenue et l'a même choisie pour moi, ce que je pensais être juste de sa part. Mais avec du recul, on aurait dit qu'elle voulait que j'impressionne ses collègues snobs. Ça aurait dû être un signe d'alerte, mais je ne m'en suis pas rendu compte à ce moment-là. En arrivant au bar vers 17h30, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer l'atmosphère guindée. Ma fiancée m'avait invité à un rassemblement professionnel avec ses collègues. Elle travaille en tant que coordinatrice marketing dans une agence de publicité. Elle m'a présenté aux 23 personnes présentes, dont certaines avaient également amené leur conjoint, bien qu'elle ne travaille directement qu'avec environ 5 d'entre elles. Ils semblaient tous si guindés, je me sentais mal à l'aise, étant juste un simple ouvrier du bâtiment, tandis qu'ils semblaient tous travailler dans des bureaux climatisés et sophistiqués avec des diplômes universitaires. L'attention était portée sur la bague de fiançailles de ma fiancée, qui semblait intéresser toutes les filles présentes. À ma grande surprise, elles pensaient toutes que je possédais une entreprise de construction, mais je me demandais qui leur avait donné cette impression. Je me sentais comme un poisson hors de l'eau, luttant pour suivre cette atmosphère prétentieuse. Mais j'ai remarqué quelque chose de particulier parmi les invités. Tout le monde jouait un rôle, essayant trop fort de paraître sophistiqué. Après le départ de ma fiancée pour socialiser, je me suis retrouvé seul au bar. C'est alors qu'un jeune homme s'est approché de moi, probablement autour de 22 ans. Nous avions déjà échangé des politesses lors des présentations, mais cette fois-ci, il s'est vivement intéressé à mon accent. Il m'a demandé si j'étais originaire du Salvador, et j'ai confirmé ses soupçons. Il m'a alors révélé que ses parents venaient aussi de là-bas, et nous avons ri ensemble des particularités de la culture salvadorienne. C'était un soulagement d'avoir quelqu'un avec qui parler et être moi-même au milieu de tous ces faux-semblants. Alors que nous discutions, le jeune homme m'a mentionné que ses parents venaient de la même région au Salvador que moi, et j'ai réalisé que je connaissais en fait sa famille. En fait, je connaissais certains membres de sa famille élargie mieux que lui. Il m'a dit que son oncle était récemment décédé dans un incident lié à un gang, et j'en avais aussi entendu parler par des gens là-bas. Il a mentionné qu'il voulait se rendre au Salvador pour les funérailles. Alors qu'on discutait, on avait l'impression d'être deux amis perdus de vue depuis longtemps qui se retrouvaient enfin. Après 1 heure, nous avons fini par aborder le sujet de ma future femme et de son travail. Il m'a demandé quand j'avais prévu de me marier, et j'ai mentionné dans environ 2 mois. Puis il m'a demandé depuis combien de temps j'étais avec ma fiancée, et je lui ai dit presque 5 mois. Soudain, son attitude a changé, et il avait l'air inquiet. Il a marqué une pause et m'a dit qu'il devait me dire quelque chose, mais je ne devais pas lui dire que c'était de sa part. Il a insisté sur le fait qu'il me le disait seulement parce que nous étions comme des frères. Alors qu'on discutait, j'ai senti un lien se créer entre nous, comme si nous étions des frères perdus de vue. Notre conversation a dévié vers ma femme et son travail. Il m'a demandé quand je me mariais, et j'ai mentionné le projet de le faire dans 2 mois. Quand il a appris que je connaissais ma fiancée depuis presque 5 mois seulement, il semblait inquiet. Après un moment de silence, il m'a révélé quelque chose qui m'a profondément secoué. Il a dit qu'il avait quelque chose à me dire à propos de ma femme, mais il ne voulait pas qu'elle sache que c'était de lui. Il a justifié cela en disant que j'étais comme un frère pour lui. Il m'a fait signe de regarder un groupe de gars en me disant qu'il travaillait avec eux et qu'il avait le pressentiment que le blondinet fréquentait ma fiancée. J'étais surpris, ressentant un mélange de choc et d'embarras, mais j'ai essayé de rester calme même si je me sentais comme un imposteur en jouant au dur en provenance du Salvador dans ma belle veste bleue. Ce gars que je connaissais à peine me lâchait une bombe en me disant que son collègue couchait avec ma future femme. Malgré la gravité de la situation, j'ai réussi à rester calme et à écouter attentivement. Avec un air préoccupé, il m'a chuchoté que ma femme visitait fréquemment son département sans raison valable. Quand je lui ai demandé depuis combien de temps cela durait, il a répondu avec hésitation que cela durait depuis environ 1 an, mais qu'il n'était pas sûr de la durée exacte. Il a expliqué que le gars avec qui elle passait du temps était un séducteur bien connu qui était ami avec toutes les femmes de l'entreprise, la plupart étant déjà en couple.
Il m'a dit que son lieu de travail était comme une maison de fraternité où les jeunes s'amusent avec toutes les femmes mariées comme si c'était la norme et que la plupart des gars sont en compétition pour voir qui peut séduire le plus de collègues féminines. Il a ajouté que ce qui faisait ressortir ma femme, c'était son intérêt pour ce gars et son manque de discrétion, faisant des choses comme lui apporter son déjeuner, essayer de lui tenir la main, voire flirter avec lui en public. J'étais choqué et confus. Je ne pouvais pas croire que ma femme faisait tout ça pendant que je travaillais dur pour nous. Il m'est apparu que peut-être la raison pour laquelle elle me demandait toujours de préparer 2 déjeuners était pour nourrir aussi ce gars. Mes collègues se moquaient de moi pour avoir préparé le déjeuner de ma femme, mais ils ne savaient pas que je préparais aussi un repas pour son éventuel amant. C'est drôle comment les choses se passent. Le gars que je venais de rencontrer m'a dit de ne pas paniquer ou de ne pas le dénoncer, car s'il apprenait que j'avais tout révélé à ma femme, il pourrait perdre son emploi en un instant. Il m'a prévenu que c'était comme une fête de fraternité à leur lieu de travail et que si je racontais des histoires, les gens pourraient facilement se liguer contre lui. En tant qu'ancien membre de gang, je sais ce qu'il veut dire. Je ne pouvais pas le remercier assez d'avoir éclairé ma lanterne sur la situation. Alors que j'écoutais mon nouvel ami révéler la vérité sur l'infidélité de ma femme, j'ai décidé de garder pour moi le fait qu'elle était enceinte. Je ne voulais pas compliquer davantage les choses ni risquer qu'il retienne des informations supplémentaires s'il l'apprenait. J'ai fait signe au barman pour plus de shots, mais mon nouvel ami m'a conseillé d'arrêter de boire car cela pourrait obscurcir mon jugement. Il a compris la gravité de la situation et m'a conseillé de prendre le temps de réfléchir. Je ne pouvais pas m'empêcher de fixer le gars avec qui ma femme pourrait coucher. Chaque muscle de mon corps était tendu et j'ai dû résister à l'envie d'aller là-bas et de lui arracher la tête, mais mon compatriote m'a conseillé de ne pas boire trop et j'ai écouté. Je suis resté silencieux et sobre, prenant le temps de digérer ce que j'avais appris. Il m'a assuré qu'il savait que j'avais besoin d'espace et qu'il allait rejoindre ses amis. Nous avons échangé nos numéros avant qu'il ne s'éloigne dans la foule. Je ne pouvais pas me défaire du sentiment que rencontrer mon compatriote salvadorien à la fête n'était pas une coïncidence. C'était un destin qui nous a réunis pour révéler la vérité sur l'éventuelle infidélité de ma femme. Ce sont des moments comme ceux-ci qui renforcent ma foi en Dieu, car je ne crois pas aux rencontres fortuites. Tout au long de ma vie, depuis mes modestes débuts jusqu'à la poursuite du rêve américain, il y a toujours eu des gens pour me guider. Je crois que Dieu ne me mettra pas dans une situation que je ne pourrais pas gérer. J'ai affronté des défis plus difficiles que ça et je sais que je m'en sortirai. Quand nous sommes enfin rentrés chez nous ce jour-là, mon esprit était rempli de pensées sur ce que mes compatriotes m'avaient dit. Cela a été aggravé par le fait que pendant la réunion, ma femme ne pouvait pas détacher son regard du gars que mes compatriotes avaient mentionné. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si mon compatriote avait raison ou si c'était juste mon esprit qui me jouait des tours. En rentrant chez nous, ma femme a remarqué que j'étais plus silencieux que d'habitude et m'a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai dit que pendant la réunion, elle ne m'avait pas du tout surveillé et que j'avais l'impression de ne pas exister pour elle. En rentrant chez nous, je n'arrivais pas à chasser ce sentiment de malaise qui s'était installé en moi après la révélation de mon compatriote. Pour aggraver les choses, j'ai remarqué que ma femme jetait des coups d'œil dans la direction du gars qu'il avait mentionné. C'était peut-être mon imagination, mais on aurait dit qu'il se passait quelque chose entre eux. Quand elle m'a demandé pourquoi j'étais si silencieux, j'ai éludé en lui disant qu'elle ne m'avait pas surveillé de toute la soirée. Elle s'est excusée, disant qu'elle avait été absorbée par des conversations avec ses collègues. Elle m'a ensuite demandé de quoi mes compatriotes et moi avions parlé et je lui ai dit que nous avions discuté de notre pays d'origine. Je n'ai pas pu me résoudre à la confronter à l'accusation, ne voulant pas trahir mes compatriotes. Je ne voulais pas l'accuser directement, alors j'ai décidé d'aborder le sujet de manière détournée. J'ai dit, au fait, j'ai remarqué que tu regardais beaucoup un de tes collègues de travail. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Elle a répondu que c'était juste un ami de travail et qu'il devait collaborer sur différents projets, mais je savais que cela ne pouvait pas être vrai car mon compatriote m'avait dit qu'il ne travaillait pas dans le même service. Elle m'a menti en face, tout simplement. Ce jour-là même, j'ai commencé à douter de mon mariage avec ma fiancée. Même si mon compatriote n'a pas confirmé que le gars de son lieu de travail couchait avec elle, ses soupçons sur leur relation étroite m'ont fait tout remettre en question. Je ne veux pas mettre fin à la relation juste sur des soupçons.
J'ai besoin de preuves solides avant de prendre une décision. Malgré le manque de preuves concrètes, je n'arrive pas à me défaire du sentiment que mon compatriote disait la vérité. Après tout, qu'avait-il à perdre en me le disant ? Je dois aller au fond des choses avant de prendre des mesures drastiques. Je n'arrivais pas à me défaire du sentiment que les soupçons de mon compatriote sur l'infidélité de ma femme étaient vrais. Pourquoi risquerait-il son travail pour me mentir ? Me demandai-je. Ce n'est pas le genre de choses que l'on invente à un autre homme. Le lendemain, j'ai décidé d'envoyer un message à ma femme en ne lui préparant pas son déjeuner avant de partir. Et pendant 3 jours d'affilée, j'ai arrêté de faire certaines de ses corvées. Lorsqu'elle m'a confronté à ce sujet, je lui ai dit que les femmes des collègues font leur déjeuner pour eux et qu'elles devraient faire de même pour moi, et non l'inverse. Sa réponse m'a mis en colère. Elle a répliqué avec colère que les femmes des collègues sont des esclaves et qu'elles sont dépassées, puis elle a eu l'audace de me demander si je me considère comme un esclave. Je lui ai dit que j'avais besoin d'une femme qui puisse remplir des rôles traditionnels, y compris aider à la maison. C'est alors qu'elle s'est fâchée, a enlevé sa bague et me l'a jetée. Elle prétendait me rendre service en envisageant même de m'épouser. En réponse, je lui ai dit en colère de dégager et que je n'avais besoin d'elle pour rien. Elle a menacé de m'emmener en justice pour pension alimentaire et de me faire expulser. Je savais que je devais marcher sur des œufs car je ne voulais pas me retrouver dans une bataille juridique désagréable avec elle. Ce soir-là, elle est sortie en trombe et n'est pas rentrée à la maison cette nuit-là. Je m'inquiétais pour sa sécurité, mais je craignais aussi les conséquences potentielles. Les femmes ont tendance à avoir le dessus dans le système judiciaire familial ici, et si elles décidaient de porter des accusations contre moi, je pourrais être dans de sérieux ennuis. Étant un immigrant, même avec un statut légal, la situation était encore plus précaire. Retourner au Salvador n'était pas une option pour moi après tout ce que j'avais enduré. J'ai essayé de l'appeler à plusieurs reprises tout au long de la journée, mais elle a refusé de répondre. Le lendemain, je me suis confié à l'un de mes collègues de confiance au sujet des problèmes avec ma femme. Il m'a conseillé d'arrêter d'appeler et de la poursuivre car il avait le sentiment qu'elle reviendrait d'elle-même. Lorsque je lui ai demandé comment il le savait, il m'a dit que c'était ma femme qui voulait le mariage en premier lieu et que le désir d'être ensemble grandissait en elle et qu'elle ne pouvait pas y résister. Il a suggéré que je devrais agir comme si tout était normal et ne pas la supplier de revenir, que j'avais tous les atouts dans cette situation. Je n'étais pas convaincu par les conseils de mon collègue, mais j'ai décidé de tenter ma chance. Quand je suis rentré du travail, ma femme était là, mais elle ne m'a pas dit un mot. Elle m'a croisé dans la cuisine, s'attendant probablement à ce que je commence à la supplier de pardon, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai choisi de l'ignorer et j'ai dormi sur le canapé pendant qu'elle prenait la chambre. C'était un geste audacieux, mais je devais faire quelque chose pour lui montrer que je n'allais pas la laisser contrôler la situation. Dès que je me suis levé, j'ai préparé mon propre déjeuner et j'ai omis de préparer le sien. En rentrant du travail, je l'ai vu grignoter des chips et regarder la télé sans me saluer ou même reconnaître ma présence. J'ai rendu l'appareil et j'ai agi comme si elle était un fantôme. Alors que j'étais dans la cuisine, elle s'est approchée de moi et a dit « Donc tu me fais la tête maintenant ?» Sans dire un mot, je continuais à l'ignorer et je la laissais déverser sa colère sur la façon dont mon comportement pourrait la pousser à annuler le mariage. Je ne pouvais m'empêcher de penser qu'elle avait déjà annulé le mariage dans son esprit, mais en jetant un coup d'œil à sa main, j'ai vu qu'elle avait remis la bague. J'ai gardé mes pensées pour moi car mon silence semblait bien fonctionner. Elle était visiblement contrariée et pensait que je pourrais la quitter, mais j'avais l'impression d'être enfin en commande de la relation. Alors que je dormais sur le canapé, j'ai été réveillé en pleine nuit par ma femme qui essayait de se blottir contre moi, et pendant un moment j'ai été faible et je l'ai laissé faire. Elle m'a câliné jusqu'au matin et le lendemain, je ne lui ai toujours pas préparé son déjeuner. L'ignorer devenait difficile, mais j'ai réussi à tenir bon. En rentrant chez moi ce soir-là, elle m'a surpris en préparant quelque chose à manger pour moi, la première fois qu'elle le faisait dans notre relation. Ce n'était pas le meilleur repas que j'ai jamais eu, mais l'effort qu'elle y avait mis m'a ensorcelé. Je n'ai pas pu m'empêcher de rompre mon silence et de lui parler. Elle m'a convaincu de la rejoindre au lit et cette nuit-là, pour la première fois depuis un moment, elle a initié la proximité. J'ai recommencé à préparer mes propres déjeuners, mais notre relation est redevenue normale.
Les préparatifs de mariage ont repris et 2 mois plus tard, son père l'a fièrement conduite jusqu'à l'autel. C'était une petite mais belle cérémonie. Ma femme était magnifique dans sa robe blanche et une petite bosse de bébé montrait notre petit trésor à venir. Tout semblait parfait et je ne voulais pas le gâcher en confrontant ma femme aux accusations de mon compatriote. Je n'avais pas de preuves et elle les nierait probablement, et si mon compatriote avait tort? Je ne voulais pas risquer de perdre ma femme et mon enfant, alors je suis resté silencieux à ce sujet. Après notre mariage, mon compatriote l'a appris par le bouche à oreille. Je n'ai pas gardé contact avec lui, mais il l'a découvert quand même. Peut-être a-t-il supposé que je ne le croyais pas et a choisi de rester silencieux pour se protéger. Si j'avais rompu les fiançailles, il m'aurait fourni plus de preuves pour étayer sa revendication. La fête prénatale était terminée et tout le monde était excité pour moi. J'ai dit à mes collègues et à mes parents que j'attendais un petit garçon. Pour être plus souvent à la maison avec ma femme, j'ai travaillé moins d'heures et pris soin d'elle de toutes les manières possibles. Je lui ai fait des massages aux pieds, je l'ai choyée et j'ai tout fait pour la rendre heureuse. Alors que le bébé allait être livré, j'attendais à l'extérieur de la salle d'opération aux côtés de sa famille. L'accouchement s'est bien passé et le bébé a été amené pour nous rencontrer. Au début, j'étais ravi de voir enfin mon enfant, mais en regardant le visage du bébé, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que le bébé semblait trop clair de peau. J'ai examiné les traits du bébé et j'ai réalisé que le bébé était métis hispanique et blanc, ce qui m'a fait soupçonner que l'enfant n'était pas le mien mais plutôt le produit de la relation de ma femme avec son collègue. J'ai scruté l'expression de tout le monde, mais il semblait ignorer ce que je ressentais. Est-ce que je me faisais des idées? Peut-être que les paroles de mon compatriote me perturbaient. Une infirmière a essayé de détendre l'atmosphère en me demandant avec humour si j'avais peur d'être père et ma femme et tout le monde ont ri avec elle. Mais je n'ai pas pu me débarrasser de ce sentiment persistant que quelque chose n'allait pas. En fin de compte, j'ai signé l'acte de naissance et joué mon rôle de père. J'ai même pris une photo du bébé et l'ai envoyée à mes collègues de confiance, y compris mon compatriote, leur demandant de confirmer ce que j'avais vu. Après l'affirmation de mon compatriote et la confirmation de mes collègues, je n'ai pas pu me débarrasser du soupçon que mon nouveau-né n'était pas le mien. J'ai acheté un kit de test de paternité ADN chez Walgreens avant de ramener le bébé à la maison. J'ai utilisé les écouvillons buccaux indolores sur moi et le bébé pendant ma semaine de congé pour aider ma femme à s'occuper du bébé. J'ai envoyé les échantillons avec des frais de laboratoire de $1,40 et attendu avec anxiété les résultats, qui étaient dus dans 2 jours. J'ai veillé à ne pas alerter ma femme sur le test, car les conséquences de son interception du courrier et de la découverte de la vérité seraient un cauchemar. 2 jours se sont écoulés et j'ai vérifié anxieusement le courrier chaque heure, mais les résultats ne sont arrivés que le 4e jour. Pendant ces 4 jours, j'ai passé la plupart de mon temps avec ma femme et le bébé, nouant des liens avec lui et espérant qu'il était vraiment le mien. Mais quand j'ai finalement ouvert l'enveloppe, la vérité a été révélée. Le bébé n'était pas le mien. Je n'arrivais pas à le croire, et j'ai dû aller aux toilettes pour pleurer et me ressaisir avant de confronter ma femme infidèle. J'avais trop travaillé pour élever l'enfant de quelqu'un d'autre, et si le test avait été positif, notre mariage aurait été fini. Le mariage pour lequel j'avais tant travaillé, toutes les sueurs et les larmes, tout cela pour rien. Le temps investi était perdu, et maintenant un enfant innocent est pris au milieu de ce désordre. Ma femme m'avait dit une fois pendant l'une de nos disputes que j'avais de la chance d'être avec elle, mais maintenant je réalise qu'elle m'utilisait depuis le début. Le jour où j'ai reçu le résultat du test ADN, ma femme était à la maison en train de se préparer à sortir avec une amie. Je suis sorti des toilettes, l'enveloppe à la main, et je l'ai rappelée pour affronter la réalité. Alors qu'elle lisait les résultats, son visage est devenu rouge et j'ai pu sentir sa confusion face à mon expression attristée. Elle a exigé de savoir ce que c'était, mais j'ai simplement répondu qu'elle savait exactement ce que c'était. Elle n'arrivait pas à croire que j'avais fait un test ADN sur notre fils dans son dos. On aurait dit qu'elle était plus préoccupée par le fait que j'avais fait le test sans son consentement que par le fait que notre fils n'était pas biologiquement le mien. J'ai été surpris par sa tentative de me faire porter le chapeau. Je lui ai dit que ces jours de tromperie étaient terminés et que j'avais atteint ma limite avec notre mariage. Elle a insisté sur le fait que les résultats du test étaient faux et que j'étais le vrai père,
prétendant qu'elle n'avait été avec moi que l'année précédente. Je lui ai rappelé que l'ADN ne ment pas et que j'en avais fini avec ses mensonges et sa trahison. J'ai déclaré que je partais cette nuit même et qu'elle devrait trouver le vrai père pour s'occuper de son bébé. Elle est devenue furieuse et m'a accusé d'être lâche d'abandonner un enfant innocent. Elle prétendait que j'étais le père, citant ma signature sur l'acte de naissance. Peu m'importait ce qu'elle avait à dire. Je lui ai dit qu'elle pouvait venir me chercher si elle le voulait, mais je ne voulais plus entendre ses mensonges. La seule vérité qu'elle m'avait jamais dite était son nom. Alors que des larmes coulaient sur son visage, elle m'a supplié de ne pas l'abandonner seule pour élever le bébé. Elle a essayé de me dire que le bébé était le mien, mais je ne l'ai pas cru. Je lui ai rappelé qu'elle m'avait trompé avec l'un de ses collègues et qu'elle aurait dû réfléchir aux conséquences de ses actes avant de me trahir. Elle est restée silencieuse un moment avant de nier qu'elle m'avait été infidèle, mais je connaissais la vérité et je n'allais pas rester pour écouter davantage de mensonges de sa part. Cette nuit-là, j'ai loué un Airbnb, j'ai fait mes valises et j'ai quitté la maison. Je ne voulais rien d'autre d'elle, même pas les meubles. Mise à jour. J'ai réservé un Airbnb pour 25 $ cette nuit-là, mais je n'ai pas pu dormir du tout. J'étais complètement bouleversé, sanglotant toute la nuit, me sentant seul et vaincu. Tout le temps et les efforts que j'avais investis dans la relation n'avaient abouti à rien. Honnêtement, j'aurais dû mettre fin à tout ça il y a longtemps quand mon compatriote a mentionné ses soupçons pour la première fois. J'ai envoyé les résultats de l'ADN à mon collègue et il n'a pas été du tout surpris. J'avais besoin de parler à quelqu'un, alors je l'ai appelé et il a fait de son mieux pour me remonter le moral. J'ai été reconnaissant de ses efforts. Il m'a ensuite demandé où j'étais logé et je lui ai dit que j'avais loué un Airbnb. Il m'a proposé de rester chez lui avec sa femme et ses enfants pendant une semaine jusqu'à ce que je trouve un logement permanent, mais il m'a prévenu qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace. J'ai quand même accepté son offre. Je n'ai pas eu de nouvelles de ma femme après avoir quitté la maison, mais 3 jours plus tard, elle m'a appelé, prétendant que le résultat de l'ADN était faux et ne serait pas accepté en justice sans un test de paternité sanctionné par le tribunal. Elle m'a également accusé d'avoir des doutes et d'avoir signé l'acte de naissance parce que je savais que j'étais le père. Elle a menacé de me poursuivre pour douleur et souffrance et pour avoir abandonné ma responsabilité. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais, mais ces paroles ont semé le doute en moi. Et si elle avait raison ? Et si j'étais le père après tout ? Plus tard le même soir, mon compatriote m'a appelé et m'a demandé des nouvelles du résultat de l'ADN. Je lui ai dit que cela montrait que je n'étais pas le père. Il m'a ensuite révélé qu'il avait été invité par le partenaire de l'infidélité de ma femme à un bar ce soir-là et qu'il était préoccupé par ce qui venait de se passer. Apparemment, ma femme l'avait appelé en prétendant que le bébé était le sien et elle avait dit à son partenaire infidèle que je le savais déjà mais elle ne savait pas comment. Le partenaire infidèle a avoué à mon compatriote qu'il ne voulait rien avoir à faire avec le bébé, mais il craignait que ma femme utilise le bébé pour le contraindre à une relation. L'intrigue s'épaissit, ai-je pensé. J'ai répondu à mon compatriote que le partenaire infidèle avait ce qu'il méritait. Ses jours de libertinage étaient terminés. Tout en parlant avec le partenaire infidèle, mon compatriote a habilement sondé pour obtenir plus d'informations en posant ses questions de manière à faire ressortir plus de détails. L'amant a avoué que la relation avait commencé il y a environ 1 an et demi, environ 4 mois avant que je ne rencontre ma femme au parc. Il a dit qu'il avait observé ma femme au travail pendant un certain temps, essayant de trouver une excuse pour lui parler. Quand elle n'était pas dans son département, il ne pouvait pas trouver de raison de l'approcher jusqu'à ce que l'entreprise organise une réunion d'employés dans un bar, ce qui était une occurrence régulière. Il lui a acheté un verre et à partir de là, c'était parti. Ils sont rentrés ensemble chez eux ce soir-là, mais il l'a planté. Je ne pouvais m'empêcher de me demander comment ce type avait réussi à mettre ma femme dans son lit le jour même où il l'avait rencontrée, alors que cela m'avait pris des mois pour m'approcher d'elle, même si j'avais de bonnes intentions. Il a continué à révéler qu'ils ont poursuivi leur liaison fréquemment jusqu'à 1 mois après que ma femme et moi nous soyons rencontrés. Elle a commencé à le pousser à s'engager, mais à ce moment-là, il avait 4 autres filles en rotation et n'avait aucun intérêt à s'installer avec elle, alors il l'a rejetée. Apparemment, ma femme a ensuite essayé de le rendre jaloux en se trouvant un petit ami loser, c'est-à-dire moi, pour lui montrer. Mais quand cela n'a pas fonctionné,
elle a commencé à lui apporter un déjeuner fait maison tous les jours comme excuse pour visiter son bureau et même à s'habiller de manière provocante au travail pour attirer son attention. Ma femme égarée n'avait aucune honte. Après s'être fiancée avec moi, elle s'est pavanée au travail de son amant, exhibant sa bague et essayant de montrer à quel point elle était désirable, mais au lieu de dissuader l'amant, cela l'a seulement rendu plus intéressé à coucher avec elle. Il a pensé que puisque j'avais déjà témoigné en sa faveur en proposant, il pouvait avoir le beurre et l'argent du beurre sans avoir à s'engager avec elle. C'était une situation écœurante et je ne pouvais pas croire que j'avais été si aveugle à tout cela. Le même jour où elle a montré sa bague de fiançailles, il a eu un contact non protégé avec elle et elle l'a laissé faire. À partir de ce moment-là, ils ont eu des contacts étroits fréquemment, même le lendemain de la réunion à laquelle j'étais présent. Mon compatriote m'a également dit qu'il était sûr qu'ils avaient une liaison quand il a essayé de me convaincre de ne pas l'épouser, mais il n'avait pas de preuves concrètes à l'époque. Cependant, quelques semaines plus tard, c'est devenu très évident et il y a même eu un moment où l'amant a accidentellement admis cela en se vantant. En fin de compte, tout cela n'était qu'un bluff. Ma femme ne se souciait jamais de notre mariage, elle voulait juste rendre son amant jaloux, mais son plan a échoué. Et puis, après que ça a échoué, elle ne se souciait pas de moi, elle voulait juste que quelqu'un soit là pour qu'elle ne soit pas une mère célibataire, et elle avait aussi peur de ce que sa famille et ses amis penseraient d'elle. Après ma conversation avec mon compatriote, une vague de colère m'a traversé. Je ne pouvais pas croire comment ma femme m'avait manipulé et utilisé comme si je n'étais rien. D'habitude, je suis une personne bien élevée, mais j'avais l'impression qu'elle méritait de subir les conséquences de ce qu'elle m'avait fait. Malgré cela, je voulais juste en finir avec le divorce pour pouvoir avancer dans ma vie. J'ai rassemblé tout l'argent que j'avais et engagé un avocat spécialisé dans les divorces. J'ai également fait appel à un huissier de justice pour remettre le message à ma future ex-femme. Une fois que ma femme égarée a été servie des papiers de divorce, elle m'a contacté et est devenue furieuse que j'ai poursuivi dans cette voie. Elle m'a prévenu qu'elle allait tout faire pour me rendre la vie difficile. Nous avons fini par avoir une dispute téléphonique, mais quand je lui ai révélé le nom du vrai père et certains détails que mon compatriote m'avait donnés, elle est restée silencieuse. Je pouvais voir qu'elle était surprise par la quantité d'informations que j'avais rassemblées. Je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir satisfait en raccrochant au nez de ma femme égarée. Je l'imaginais en train de chercher à comprendre comment j'avais réussi à la duper, mais autant j'appréciais cet instant, autant je savais que j'avais encore une bataille à mener. Je voulais lui faire payer toute la douleur qu'elle m'avait causée, mais je ne voulais rien faire d'illégal. Alors j'ai élaboré un plan pour ternir sa réputation et la pousser à vouloir me donner un divorce à l'amiable. Il fallait que ce soit quelque chose de gros, quelque chose qui montre aux gens qui elle est vraiment. Avec les résultats du test ADN en main, j'étais prêt à révéler l'infidélité de ma femme égarée au monde entier. Je voulais écrire une lettre cinglante détaillant sa liaison avec son amant et l'envoyer à ses parents, ainsi qu'à tous ses amis et membres de sa famille sur Facebook. Mais je savais que je devais être prudent, car il y avait certains détails que seul mon compatriote connaissait, et je ne voulais pas le dévoiler involontairement. J'ai donc adopté une approche plus mesurée et j'ai simplement indiqué dans le message que j'avais fait un test ADN et que le bébé n'était pas le mien. J'ai également mentionné que le bébé ressemblait à un mélange de blanc et d'hispanique, ce qui avait éveillé mes soupçons. Enfin, j'ai expliqué que ma femme égarée refusait de me donner un divorce à l'amiable et promettait de me rendre la vie difficile. J'ai envoyé le message à ses parents et ses amis sur Facebook, en espérant que cela suffirait à nuire à sa réputation et à la convaincre d'accepter un divorce à l'amiable. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire comme un chat du Cheshire en voyant mon téléphone s'illuminer de notifications de la famille et des amis de ma femme. Je savais que je ne devrais pas prendre plaisir dans leur malheur, mais après tout ce que ma femme m'avait fait subir, c'était comme une douce revanche. J'ai éteint mon téléphone pour éviter toute confrontation et j'ai attendu que la tempête passe. Il n'a pas fallu longtemps pour que ma femme égarée m'accorde un divorce à l'amiable. Elle n'a pas engagé d'avocat ni comparu au tribunal, probablement parce qu'elle était trop occupée à éteindre les feux avec sa famille et ses amis. J'étais le moindre de ses problèmes maintenant, et je ne pouvais pas être plus soulagé. J'ai déménagé de la maison de mon collègue et j'ai loué un petit appartement abordable en centre-ville. Ce n'était pas grand-chose, mais ça faisait l'affaire. Je n'étais presque jamais chez moi de toute façon,
Donc je n'avais besoin que d'un endroit pour reposer ma tête et prendre une douche. J'ai dû faire le plus dur et appeler ma famille chez moi et leur mentir, en leur disant que ma femme avait fait une fausse couche et que nous mettions fin à notre mariage. C'était un mensonge difficile à avaler, mais je ne pouvais pas supporter l'idée qu'ils découvrent toute l'affaire. Alors que j'essayais de tourner la page, j'ai parlé à un compatriote qui m'a donné de précieux conseils sur un programme d'aide gouvernementale qui accorde des bourses aux personnes pour aller à l'école. Je ne connaissais pas ce programme auparavant, sinon j'en aurais profité il y a longtemps. Après m'être inscrit à un programme de gestion de la construction dans un collège communautaire, j'en suis à ma première année et je pense déjà à transférer dans une université après avoir obtenu mon diplôme en 2 ans. Je travaille pendant la journée et je vais à l'école le soir, en suivant 2 cours à chaque semestre. C'est difficile, mais je suis déterminé à me construire une vie meilleure.